Sylmar Autoville, votre détaillant de pneus pour véhicules classiques et antiques, vous souhaite un bon balado. Consultez leur site web au www.sylmar.ca. Roule ton passé au présent. Marc, tu as entendu les cris des amateurs de baseball lors de l'embauche de Tucker avec les Dodgers de Los Angeles. Écoute, il y a un ras-le-bol de la part des partisans. Ça a été soulevé par plusieurs. Écoute, est-ce que c'est davantage d'arguments en faveur d'un plafond salarial, ça, cette embauche? Ben, écoute, oui. Au jeu! Deuxième prise! Compte complet! Le balado Côte complet est présenté par Don Match, à Boucherville et au Saguenay, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles. Fier partenaire de votre passion. Voici vos animateurs, Alain Usereau et Mark Griffin. Bonne année tout le monde, bienvenue à notre premier compte complet de 2026. Alain Usereau en compagnie de Mark Griffin. Encore une fois, cette année, nous serons là pour parler d'actualité, également pour aborder divers sujets qui touchent le baseball. Et Marc, écoute, on va tenter de continuer d'être intéressant, divertissant et pertinent. Oui, exact. On va faire notre gros possible dans ce cas-ci. Plein de nouveautés aussi qui s'en viennent, Alain, pour 2026. Certainement du côté visuel, on aura quelques nouveaux segments aussi pour évidemment tenter de plaire à nos auditeurs. Alors, on va avoir beaucoup de plaisir dans cette saison 2026. Oui. On commence avec ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, qui est présenté par Lester's Smoke Meat. C'est l'alignement, donc c'est une présentation du choix numéro 1 des amateurs de baseball et des casse-croûtes depuis 1931. Et peu importe l'occasion devant un match entre amis, en famille, il n'y a rien de bas le goût authentique de Lester's Smoke Meat. Aujourd'hui, au programme, nous parlerons des récentes embauches comme joueurs autonomes, dont Bichette, Bregman, Tucker, Suarez, Real Muto. On va vous poser la question qui est reliée aux Blue Jays de Toronto. Évidemment, il y a encore quelques joueurs autonomes disponibles, dont Cody Bellinger. Est-ce que le marché vient de baisser pour lui soudainement? Ce sera à suivre. Il y a quelques blessures aussi qui vont peut-être changer la donne. Le dossier de Skubal s'en va en arbitrage. C'est un cas hors norme, pour le moins. On peut le dire. Il y a à Kansas City qu'on a décidé de changer la configuration du stade. C'est pas la première fois. Et c'est cette semaine qu'on va connaître le résultat des votants pour les prochains membres du Temple de la Renommée. Donc, tout ça au programme aujourd'hui. Un programme bien rempli. Marc, des joueurs autonomes, on va commencer par Beau Bichette. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il revienne à Toronto. Je ne sais pas, depuis le début. J'aurais été surpris, en fait, qu'il revienne. Moi, je voyais un gars qui avait le goût de retourner jouer aux États-Unis. C'est un peu ce que je lisais dans Beau Bichette. Je ne sais pas quelle était ta vision. Si tu avais un espoir qu'il revienne avec l'équipe, moi, pas vraiment. Bon, en tout cas, tu avais vu juste, Alain, parce que compte tenu de ce que l'on sait maintenant, Beau Bichette, au départ, cherchait un contrat de 300 quelques millions, contrat à long terme. De toute évidence, il semblait pas avoir cette demande-là pour lui. Et finalement, rencontre les Phillies avec Don Mattingly. Hein, faut-il le rappeler que Mattingly a quitté les Blue Jays. Il s'en va maintenant chez les Phillies de Philadelphie. Donc, il pouvait avoir un lien de ce côté-là. Moi, j'espérais, Alain, puis là, tu vas peut-être me dire que je vis sur une autre planète, là, mais j'espérais peut-être un peu de loyauté. Tu sais, souvent, lorsqu'un joueur autonome va quitter, il va quitter parce qu'il veut aller avec une équipe qui espère gagner. Mm-hmm. Bon. On est passé à un retrait pratiquement de gagner une série mondiale, donc c'est pas la raison principale. Et là, c'est l'équipe qui l'a repêché, qui l'a développé, qui joue avec Vlad depuis tant d'années. Tu sais, j'aurais quand même, pensé qu'il pourrait y avoir une ouverture. Et je te dis pas que c'était assurément un retour, mais au moins une espèce d'ouverture. Tu sais, qu'il aille voir que le marché, les joueurs autonomes, voir ce qui se passe sur le marché, pas de problème. Et comme j'ai mentionné, lorsque tu réalises que 300 quelques millions, tu l'auras peut-être pas,
Bon, est-ce que, regarde, moi, je me plais à Toronto. Est-ce qu'on peut trouver une entente à ce niveau-là? Mais lorsqu'on a signé Okamoto du côté des Blue Jays, moi, c'est là que je me suis dit, d'aucune manière, Bichette va revenir parce que là, les Blue Jays ne pouvaient pas attendre non plus à un moment donné, là, tu sais, qu'une décision soit prise. Moi, c'est à ce moment-là que ça a comme, mais faut, tu sais, je veux dire, tu as raison, Alain, clairement, là, il accepte d'aller jouer avec les Mets. Le seul lien que je vois avec les Mets, c'est qu'il va jouer avec Marcus Semien. Je me rappelle, Bichette avait dit, lorsque Semien avait joué sa saison à Toronto, Bichette avait dit que si, tu sais, j'ai beaucoup aimé jouer avec Marcus Semien. C'est la seule chose. Mais sinon, c'est clairement qu'il il est allé là où il y avait de l'argent. Donc, les Mets, qu'ils autres paniquaient un peu, là, faut-il le dire, là, parce que là, on avait perdu Cody Bellinger. Alors, on a versé tout cet argent-là. Mais, Alain, si on avait dit que Bo Bichette vaut plus en salaire annuel qu'Aaron Judge, ben non, ça n'a pas de bon sens. Fait que, il y a une panique du côté des Mets. Bichette a pris cet argent-là. Et semble-t-il que les Phillies étaient convaincus la veille qu'ils avaient une entente avec lui. Fait que oui, Bichette me déçoit à ce niveau-là me déçoit. Comment je dis, c'était pas le bon mot, mais c'est part là où il y a plus d'argent et ne peut-être pas considérer les autres affaires. Regarde, il part. Est-ce que c'est une grosse perte? Moi, ce que je me demande juste, pourquoi les Mets avaient tant besoin de Bo Bichette? Je suis pas certain, moi, Marc. C'est pour ça que je parle de panique, moi, du côté des Mets. Ouais, tu as un lapsus tantôt quand tu dis qu'on a perdu Bellinger. Tu voulais dire Tucker, là, quand, oui. Dans le cas des Mets, je vais juste préciser, Marc. Ouais. Mais ouais, il fallait présenter quelque chose. Mais est-ce que c'était si urgent que ça? Moi, regarde, on en parle. Déjà, on avait un joueur de trop à l'avant-champ. On l'a échangé en Jeff McNeil. T'as Mauricio qui attend son tour. Beatty, Vientos ont hâte de jouer régulièrement, eux autres aussi. Puis là, tu viens ajouter Bichette. Est-ce que Bichette, c'est vraiment meilleur au troisième but que Mark Vientos, ce qu'il t'a donné au cours des dernières années, qui est plus jeune en plus? Écoute, Vientos va aller jouer au premier but, mais c'est sûr que Bichette est un bon coup de bâton, Alain. On peut pas. Bon. Mais c'est là qu'il t'aide. Il t'aidera pas en défense. Il deviendra pas un gant d'or au troisième. Là. Puis ça, c'est l'autre aspect. Bichette, qui au départ cherchait son contrat de 300 millions, mais cherchait aussi d'aller jouer à l'arrêt-court. Et après ça, il a ouvert un peu son livre en disant, je vais être d'accord. Parce qu'au début, avec les Blue Jays, semble-t-il que c'était un petit peu ça qui fonctionnait pas là, au niveau de la négociation. Mais clairement, là, c'est un drôle de dossier. Autant pour Bichette que pour les Mets de New York. Dès le départ, Marc, peu importe le contrat qu'il était pour signer, c'est clair qu'à la fin de ce contrat-là, il ne jouerait pas à l'arrêt-court. Peu importe, là, toutes les équipes le savaient qu'à la fin, il est fort probable que son rendement était pour être en bas de la moyenne. Donc, écoute, moi, je ne suis pas surpris. Est-ce que les Blue Jays vont bouger à nouveau pour un joueur d'avant-champ? Je ne serais pas surpris. Mais bon, regarde. Là, Marc, je vais essayer de terminer. Rapidement, du côté des Blue Jays, Alain, défensivement, si on se fie au rapport de Okamoto, avec Jiménez à l'arrêt-court, Clement au deuxième et Vlad au premier but, défensivement, t'es très, très bien grillé. T'es un lanceur chez les Blue Jays. T'es très heureux de voir ces 4 joueurs-là à l'avant-champ. Est-ce qu'il y a un coup de bâton qui manque tant que ça avec la perte de Bichette? La première réponse serait de dire oui. Mais Barger, une saison complète, est-ce qu'il peut répéter? Santander, est-ce qu'il peut rebondir? Est-ce que c'est un gars de 30 circuits encore? Évidemment, ça a été une saison désastreuse pour lui parce qu'il a été blessé, puis lorsqu'il a joué, il n'a pas bien joué. Là. Mais je veux dire, il y a un potentiel, là, Alain, là, que ce gars-là puisse débloquer. Puis je regarde ce que Springer a fait l'année passée. À l'âge qu'il avait, il y a de quoi penser que Santander peut rebondir. Mais est-ce que tu peux t'attendre à des saisons extraordinaires de la part de tout le monde? Peut-être pas, mais les Blue Jays sont pas si mal pris que ça. Évidemment, au monticule, sont meilleurs, même si Dylan Cease, c'est pas... évidemment, c'est un très, très bon lanceur, mais je pense que les Blue Jays ont quand même une très bonne équipe. Est-ce qu'il faut vraiment paniquer et d'aller chercher justement un Cody Bellinger qui reste comme joueur autonome? Oui.
pense pas qu'on va aller là, moi, du côté des Blue Jays. Pas avec les demandes présumées là, de Bellinger. On y reviendra tantôt. De toute façon, Marc, tu as entendu les cris des amateurs de baseball lors de l'embauche de Tucker avec les Dodgers de Los Angeles. Écoute, il y a un ras-le-bol de la part des partisans. Ça a été soulevé par plusieurs, dont Jeff Passan, notamment chroniqueur réputé à ESPN. Écoute, est-ce que c'est davantage d'arguments en faveur d'un plafond salarial, ça, cette embauche? Ben, écoute, oui. Le baseball, tu sais, puis faut faire attention, Alain, OK? Le baseball va très, très bien, OK? C'est-à-dire qu'au niveau des revenus, au niveau des assistances, au niveau des codes d'écoute, il y a plein de belles choses qui se passent dans le baseball. Tu sais, on sait depuis l'arrivée du cadran, il y a des augmentations partout. Bon. Donc, le baseball n'est pas brisé. Le système, lui, il l'est, par contre. Le système l'est. Les Dodgers, tu sais, je suis pas prêt à les blâmer tout de suite ou les blâmer parce que ils dominent dans toutes les catégories. Ouais. C'est une équipe qui a le plus de revenus. Donc, évidemment, ils sont avantagés. Mais c'est l'équipe qui dépense le plus de ses revenus. C'est l'équipe qui a le meilleur système de filiales. C'est l'équipe qui a le meilleur département, semble-t-il, bon, des statistiques avancées. C'est l'équipe qui ose. C'est l'équipe qui... Donc, ils utilisent le système au maximum. On va dire ça de même. Mais le système est brisé. Ce qui fait qu'en utilisant le système comme ils le font, et on les blâmera pas là-dessus parce que, bon, ils en profitent, mais ça fait en sorte que il y en a qui peuvent pas suivre. Et là, c'est rendu des gros marchés comme les Yankees qui disent qu'ils ne peuvent plus suivre. C'est rendu quand même assez loin, cette affaire-là. Ouais. Donc, tu sais, comment arranger ça, Alain? Ce sera pas facile. Tu sais, puis même si on sait que les Rockies puis les Reds font quand même des revenus de 300 millions, ce qui est pas rien. Malheureusement, ils dépensent que 30% de ça. Il faudrait qu'à un moment donné, les autres dépensent un petit peu plus. Là. Mais même si tu arrives avec un plancher, Alain, on va avoir encore les mêmes... Je les appellerai pas les gratte-sous, là, mais tu sais, tu veux dire, ça va être encore le même problème. Alain, ça fait 100 ans que tu as des gros marchés et tu as des petits marchés, puis qu'il y a un avantage aux gros marchés. Fait que je pense pas qu'une nouvelle façon de régler va faire en sorte que soudainement, ben, Los Angeles va avoir les mêmes revenus ou les mêmes possibilités que Pittsburgh. Je pense pas que ça va arriver. Même si c'est allé dans la NFL, est-ce qu'on va accepter de mettre nos contrats de télévision locaux dans un même pot avec tout le monde puis on sépare? Moi, je pense pas que ça va arriver. Mais bon. C'est le souhait du commissaire, par contre. Écoute, Alain, tant mieux que ça arrive, là. Écoute, moi, je me demanderais pas mieux là, que des choses comme ça qui fonctionnent, mais la réalité me semble tout autre. Oui, puis Marc, de toute façon, si ça devait arriver, probablement que la valeur des concessions comme Toronto et Los Angeles pourrait être davantage si on contrôle la masse salariale. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a peut-être un pourcentage des revenus locaux qui pourraient aller, comme tu dis, dans le pot. Là. Mais regarde, je ne sais pas de quelle façon que ça va se faire, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que, regarde, les Dodgers, historiquement, ont toujours été des bons citoyens corporatifs, Marc. Tu sais, c'est... regarde, à l'époque de Steinbrenner ne se souciait que très, très peu du reste du baseball majeur. On va s'entendre là-dessus. Là. C'est une façon de gérer qu'on peut comparer à ce qu'on retrouve en politique aujourd'hui. On n'aura pas de nom, mais c'est un peu la même façon de fonctionner. On se souciait très, très peu des autres. C'est pas le cas des Dodgers historiquement. On a toujours été des bons citoyens corporatifs. Donc, j'ai hâte de voir quelle tangente ça va prendre. On n'est pas là. Bien malin dirait ce qui va arriver. Mais c'est sûr que, Marc, à 2028, là, ça se peut qu'il y ait une transformation dans le baseball, mais on n'est pas là encore. Toujours est-il que Tucker avec les Dodgers, ben regarde. Puis moi, je fais attention à certains commentaires que j'ai lus, Marc, notamment du côté des Cubs de Chicago, disant que Tucker, c'est pas le plus passionné. C'est un gars qui fait son affaire. Et Marc, j'ai trop souvent vu ce genre de choses, de joueurs qui quittent une organisation puis qu'on le salit, tu sais, pour justifier le fait qu'on n'a pas été capable de le garder. Je suis arrivé dans plusieurs organisations, puis je mets un petit grain de sel sur ces critiques-là. Je ne sais pas toi, Marc, ce que tu en penses, là, mais moi... Ouais, écoute, on aurait pu leur dire avant au Cubs, clairement, c'était pas un gars qui... C'était
C'est un gars qui est très calme, qui fait ses affaires, Ouais. qui est pas bon. Fait que, tu sais, pas parce que tu lui donnes tout cet argent-là, c'est pas vrai. Alors, parce qu'il est allé via transaction avec les Cubs, là. Ouais. Mais, tu sais, on a découvert un gas qui est très calme, qui est à ses affaires, mais c'est pas le Ouais. leader vocal dans le vestiaire Ouais. qui va dire, hey, les gars, on y va. Alors, c'est sûr que c'est un petit monde, le baseball. Hein. Moi, je l'ai appris à la dure là, Ouais. de critiquer une autre organisation quand j'étais tout jeune, puis ça m'a fait vieillir beaucoup, en termes de maturité. Fait que ça te revient, ce genre de choses-là. Donc, effectivement, faut éviter ce genre de choses. Mais juste pour revenir aux Dodgers, pour terminer là-dessus, Alain, tu sais qu'en 2024, les Padres sont passés un cheveu d'éliminer les Dodgers. Ouais. Et on sait que l'année passée, les Blue Jays ont passé un cheveu. Alors, Ouais. tu sais, même s'il y a des masses salariales élevées, ça joue quand même sur le terrain, mais c'est clair qu'évidemment, il y a la moitié des équipes qui ne peuvent pas là, Ouais. rivaliser avec une masse là, ça. Même si elle voulait, là. Regarde, Même si elle voulait, on était 400 millions, puis tu as parlé, il y a une grosse partie des revenus qui sont à 350-400 millions. Là. Tu peux pas arriver avec ça. Puis Marc, l'autre les Red affaire, Sox? Alain, tu sais, Oui. on parle rapidement là, de la prochaine convention, mais tu sais, les contrats là, qui s'étirent sur 20 ans, là, et ça, c'est l'autre affaire. Moi, j'ai pas de problème à ce qu'une organisation le fasse, mais il faudrait que le chiffre Ouais. réel accompagne Ouais. la même année. C'est-à-dire que Sur Ohtani, s'il fait le temps de jeu. 70 millions, ben, paye la Ben taxe oui. sur 70 millions, pas sur, Ben tu sais, oui. pas sur le montant qui est. Donc, on étire là, sur Exact. plusieurs années. Fait que c'est Ouais. pour ça que je dis, les Dodgers font rien d'illégal, ils font juste utiliser le système au maximum. Mais c'est que Exact. là, à un moment donné, il va falloir mettre des règles un petit peu plus strictes pour le bien du baseball. Parce que Ce serait... il va bien le baseball, Alain, mais effectivement, là, on a vraiment senti avec le fait que, tu sais, que Tucker est rendu avec Los Angeles, que tu sais, on aime pas ça. Puis là, imagine-toi, là, t'as la rumeur qu'on est peut-être après Peralta du côté des Brewers, que les Dodgers sont après Peralta. Alors, ça, c'est via transaction, mais ça reste que, à un moment donné, Ben oui. c'est trop comme passé, là. Marc, les Red Sox de Boston, ils en ont perdu un, ils en ont gagné un. Ils ont perdu Bregman, ils ont embauché Rangel Suarez. Peut-être, puis on l'avait mentionné dès le départ, peut-être la carte cachée parmi les partants. Quand il lance, Marc, il est bon. Suarez, on va le dire, là. Et dans le cas de Bregman, les Red Sox pensaient bien même être capable de le garder avec le contrat initial, puis finalement, tu allais chercher quoi, 1 an ou 2 de plus avec les Cubs de Chicago. Peut-être un dossier qui peut s'apparenter à celui de Bo Bichette, dans le fond. Ce que tu as dit sur Bo Bichette, peut-être que tu peux le répéter pour Bregman, dans le fond. Ben, en même temps, Bregman était là juste 1 an. Tu sais, c'est pas un gars qui a été repêché et développé avec les Red Sox. Moi aussi, je pensais vraiment qu'on allait être en mesure de le garder. Ouais. Tu sais, mais j'adore la rotation des Red Sox. Tu sais, peut-être que on va manquer un petit coup de bâton ici et là. Et encore, Alain, il va falloir commencer à faire confiance à nos jeunes, tu sais, qu'on parle tant depuis une couple d'années. Là, ils ont peut-être la chance de se faire valoir. Pas une mauvaise équipe du tout à Boston, mais quelle rotation. Moi, ça vient vraiment ajouter. Tu sais, Alain, oui, il faut qu'il joue, il faut qu'il lance, il faut qu'il soit en santé, mais tu l'espères. T'espères que lorsque tu mets un gars comme ça sous contrat, puis évidemment, ton équipe médicale derrière lui, puis écoute, mais si ce gars-là lance moindrement, effectivement, Alain, les Red Sox sont quand même très, très bien équipés. Puis comme j'ai dit, faut donner la chance aux jeunes. Tu sais, on parle de ces gars-là depuis, tu sais, qui vont se développer, puis c'est la prochaine QV qui s'en vient. Ben là, faut leur donner des présences au bâton. Là. Alors, ça va permettre à un gars comme Marcelo Mayer de jouer un petit peu plus, même s'il a eu sa tasse de café l'année passée. Là, tu sais, s'il y a un poste, puis, tu sais, Roman Anthony est là pour l'année complète, puis il y a des belles choses, moi, je pense, du côté des Red Sox. Oui, Christian Campbell, Marc, lui, on verra. Lui, il est déjà sous contrat pour plusieurs saisons. Abreu comme voltigeur. C'est une équipe qui n'est pas vieille. On va donner la chance à ces jeunes-là, effectivement, de se faire valoir. Bregman, donc avec les Cubs, il y a un joueur d'avant-champ de trop. Je veux juste dire sur les Cubs, j'espère que c'est pas Horner qui va partir, Max. Moi, ce gars-là, on a fait des matchs des Cubs, je disais, s'il y a un capitaine dans cette équipe-là, c'est lui. Tu t'es parti de Horner,
J'ai l'impression que c'est une partie du cœur de l'équipe que tu pourrais te départir. Là. Ouais, moi, j'ai été surpris d'entendre effectivement aussitôt l'embauche de Bregman que c'est Horner qui pourrait quitter ou au contraire, effectivement. Là. Puis tu regardes l'avant-champ là, avec Bregman au troisième, c'est 4 bons athlètes que tu retrouves là, à l'avant-champ. Là. Ouais. Fait qu'écoute, on va voir ce que ça va donner. C'est quand même toujours un beau problème d'avoir une couple de bons joueurs de trop. Mais ça me surprendrait que Nico Horner quitte les Cubs de Chicago. Remarque que peut-être sa valeur n'a jamais été aussi élevée. Mm-hmm. On connaît pas le marché. Le marché des transactions qui peut être très actif, d'ailleurs, depuis, c'est-à-dire jusqu'au début de la saison. Fait que, mais je pense que Horner est quand même un rouage très, très important dans cette organisation-là. Oui, et on termine avec Real Muto. Marc, il n'y a pas... À mon sens, il n'y a pas de surprise. Moi, je m'attendais à ce qu'ils reviennent avec les Phillies. Les Phillies n'ont pas vraiment tenté d'aller chercher un autre receveur. Donc, je pense que le contact a toujours été là. Le nombre d'années, 3 ans. C'est un gars qui a fallu qu'il accepte une diminution. Marc, parce que son rendement est à la baisse nettement. Là. Oui, ça a négocié fort, effectivement. Peut-être que je ne sais pas quelle partie voulait voir qu'est-ce qui se passait, mais peu importe. Je pense que la réunion est naturelle là, de revoir Real Muto avec les Phillies. Et tu l'as dit, on avait besoin d'un receveur. Et on pourrait peut-être glisser un mot aussi, Alain, sur Okamoto, que les Blue Jays ont embauché. La seule chose que je vois là-dessus, Alain, un petit commentaire rapidement, là, c'est évidemment, il est assez avancé en âge, il est pas vieux, là, mais il a de l'expérience. Fait que moi, je pense qu'il est capable de s'adapter. Défensivement, ça va être très, très bon. Mais il y a toujours ce petit point d'interrogation-là pour les frappeurs asiatiques. Ouais. Est-ce qu'on va être capable de s'adapter aux lanceurs du baseball majeur? Mm-hmm. Et s'il est capable de le faire dans une mesure où c'est très respectable, là, les Blue Jays vont être en voiture. Si c'est plus difficile, ben évidemment, là, il va falloir jongler avec un Barjo au troisième, puis avec un autre voltigeur, mais peu importe. Mais ça reste, tu sais, à force de regarder les équipes nationales, moi j'ai l'impression que les frappeurs asiatiques, je pense que les lanceurs ont quand même un avantage un petit peu plus que sur les joueurs de position, là. Mais je pense que de plus en plus, on est capable de s'adapter. Tu sais, Alain, il y a la technologie maintenant. On peut s'entraîner avec des machines qui, des espèces de robots, si vous voulez, qui lancent à des vitesses folles, qui ont les mêmes rotations que les lanceurs. Les Japonais font pas exception, là. Ils s'entraînent avec ces machines-là aussi, là, ou ces robots-là. Donc, l'impression que les frappeurs vont peut-être s'adapter un petit peu mieux, là, aux lanceurs du baseball majeur. Je pense qu'au niveau technologique, les Japonais savent comment s'y prendre. Juste comme ça. C'est la question de la semaine. Et si vous avez envie d'une bonne pizza, je vous invite à penser à Crabtree Pizzeria, qui est là depuis 54 ans. C'est très connu dans la Naudière. Il y a 5 succursales. On vous invite à vous présenter à l'une d'elles. Et ils ont leur site internet, crabtreepizzeria.com. Êtes-vous déçu du départ de Beau Bichette? On vous invite à vous prononcer sur notre page Facebook ou encore sur notre site comptecomplet.com. Le baseball, c'est plus qu'un divertissement. Après des mois d'inactivité, on veut bouger sur des terrains de balle. Rendez-vous au baseballquebec.com. Débranche tout et on va jouer dehors. Ce sera ton été de baseball. Alain, c'est le moment de souligner notre partenaire principal, Plan de Match. On est rendu à mi-janvier, temps de commencer à penser à s'équiper pour la belle saison qui approche tranquillement. Alors, pensez à Plan de Match, deux succursales, une à Boucherville, l'autre est à Jonquière. Visitez leur boutique en ligne, boutiqueplandematch.com. Préparez-vous pour la saison et à Boucherville, je vous rappelle qu'il y a des cages de frappeurs, des cours privés également. Donc, allez sur le site Internet pour avoir tous les renseignements. Et si vous voulez en savoir plus sur notre balado, visitez notre site Internet qui est le www.comptecomplet.com. Marc, dossier Cody Bellinger maintenant. Est-ce que ces demandes font en sorte qu'il va falloir qu'il accepte à la baisse rendu où c'est rendu maintenant? Parce que là, on l'a associé aux Yankees de New York, puis moi, on l'a mentionné dès le départ, Marc, la décision de Trent Grisham de revenir a probablement coupé l'herbe sous le pied et des Yankees et de Bellinger.
Tu comprends? Puis tu peux pas l'échanger. Regarde, oublie ça, là. Bellinger connaissait le marché. Puis nous autres aussi, on le connaissait, Marc. On le connaissait, le marché. On le savait dès le départ. Je ne sais pas si les Yankees se sont fait prendre. Moi, je pense que oui. Et c'est très difficile de comprendre, mais on est rendu là maintenant. Et pour les Yankees, c'est pas le temps, là. Les Red Sox, on a parlé sur l'équipe jeune. On reproche aux Yankees de ne pas être dynamique, d'être trop corporatiste dans leur façon de faire. Je regardais Spencer Jones l'année passée. Il y a une trentaine de coups de circuit au niveau 2A et 3A. Jason Dominguez, là. Écoute, c'était la réincarnation là, de Babe Ruth et de Lou Gehrig en personne quand on l'a embauché. Est-ce que c'est pas le temps de leur faire de la place, là, finalement? Écoute, la réponse est oui. Et puis, de toute évidence, les demandes de Bellinger, bon, on parle de 7 ans. Alain, t'es un gars de statistiques. Moi, j'ai regardé les statistiques de Bellinger. Et sans vous dire que c'est pas un bon joueur, c'est pas vrai. C'est un bon athlète, fait plein de belles choses. Mais moi, je donnerais jamais 7 ans à Cody Bellinger. Là. Jamais, jamais, jamais. Fait que je peux comprendre les Yankees. Tu sais, c'est un bon joueur, capable d'exceller comme voltigeur, exceller au premier but si tu le mets là. Mais tu sais, tu regardes depuis le début de sa carrière, depuis son année exceptionnelle, là, c'est toujours en baisse. Là. Tu sais, le taux de contact a augmenté, mais là, il a diminué un peu. Tu sais, si tu parles de exit velocity, comme on dit, là, mais il n'est pas, c'est en descente un petit peu son affaire. Fait que, tu sais, on faisait des comparaisons. Écoute, il y avait même une comparaison avec Lars Nootbaar. Tu peux mettre les statistiques de Lars Nootbaar à côté de Cody Bellinger, puis tu vas voir qu'il n'y a pas une énorme différence. Ouais, alors que là, Nootbaar, personne ne parle de lui, évidemment. On pense que c'est un gars de bon. Donc, moi, je comprends les Yankees de ne pas pouvoir aller trop loin avec le contrat de Cody Bellinger. Et là, même les partisans des Blue Jays qui disent « Ah, on a perdu Tucker, pourquoi on a de l'argent à signer Bellinger? » OK, mais je sais pas. Je sais pas si ça aiderait tant que ça l'équipe présentement. Tu as Vlad qui est au premier but. Est-ce que tu peux mettre, est-ce que Bellinger peut aller jouer de temps en temps? Oui. De Varsho, je sais qu'il devient joueur autonome l'année prochaine, mais de Varsho qui joue, puis il est capable de frapper des circuits, puis défensivement, il est excellent aussi. Tu vas le mettre à la place de Santander. Pour que tu le payes, Santander, tu l'as signé 5 ans pour 92 millions l'année passée. Là. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire que je ne sais pas ce que Bellinger va faire. Moi, je suis un peu d'accord avec toi. Après moi, souvent, le gars patient, comme Bichette a été patient, il est allé chercher 42 millions par année. Là. Mais je ne pense pas que ça va être le cas avec Bellinger, moi. J'ai l'impression que ça peut lui jouer un tour. Je peux me tromper, là. Ouais. Mais regardez les statistiques de Bellinger, c'est un très, très bon joueur. Là. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas un bon joueur. Mais je ne sais pas s'il est si bon que ça ou il y a un si gros impact que ça dans sa prochaine équipe. Il y a de la fluctuation dans son rendement, Marc. C'est un gars de séquence. Ça, on le sait, puis c'est la même chose de saison en saison. Puis je veux juste préciser, dans le cas de Spencer Jones, il n'a pas joué encore dans le baseball majeur. C'est un ancien choix de première ronde, OK, qui vient de Vanderbilt. On s'entend que c'est la puissante SEC, la Southeast Conference. L'année passée, c'est 35 coups de circuit. 2A et 3A. Puis il a été bon aux deux endroits, là. Ça vient avec une tonne de retraits sur des prises, j'en conviens, Marc. 200 retraits sur des prises il y a 2 ans. L'année passée, encore 179, 155 l'année d'avant. Est-ce qu'on s'en soucie aujourd'hui? Si t'en sors 35, la réponse est non. C'est un gars qui frappe de la gauche. Tu penses qu'il va aimer la clôture du champ droit, toi? Écoute, tu sais, regarde, est-ce qu'on a besoin tant que ça? Puis tu sais, à partir du moment où tu dis Grisham revient, puis tu dis que tu ramènes Jason Dominguez, qui frappe des deux côtés, si ces gars-là jouent régulier, il n'y a pas de place pour Bellinger. Judge s'en va à droite, puis Stanton revient. Bon, Stanton va manquer 100 matchs probablement, mais tu sais, peut-être au premier but qu'il y aurait de la place, mais encore là, Ben Rice, c'est un frappeur gaucher, puis il va jouer au premier but. Tu sais, la place de Bellinger, tu sais, pour citer un chroniqueur très connu économique, est-ce qu'on en a vraiment besoin de Bellinger chez les Yankees de New York avec tout ce que je viens de dire? S'il frappait de la droite, je te dirais, là, j'y penserais. Mais tous ceux que je viens de te nommer, là, tu sais, Jones, Grisham, Rice,
Tous des gauchers. Regarde. Écoute, regarde, et c'est un peu comme Bregman, tu sais, qui quitte les Red Sox, tu sais, ça va donner la chance à des jeunes de se faire valoir. Tu sais, à un moment donné, faut les développer, ces jeunes-là. Il faut les faire jouer. Faut voir qu'est-ce qu'ils ont là dans, tu sais, est-ce qu'ils sont capables de le faire. Ouais. C'est sûr que pour jouer pour les Yankees, tu veux des résultats. C'est des résultats que tu veux. Alors, tu prends des tests de jeunes, puis tout ça, c'est moins dans leur dada, mais en même temps, tu sais, à un moment donné, faut que tu fasses jouer dans le baseball majeur pour savoir ce qu'ils sont capables de faire dans le baseball majeur. Ouais. Fait que moi, je pense qu'on est dans cette tendance-là actuellement. Puis, pour l'instant, étant donné qu'il n'a pas signé, probablement c'est ce que les Yankees pensent. C'est-à-dire qu'on ne donnera pas la lune à Bellinger parce qu'on a absolument besoin. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner à ce niveau-là. Mais je suis totalement d'accord aussi qu'on utilise un petit peu plus les jeunes. Le talent est là, les résultats dans les ligues mineures sont là. Il faut pas oublier aussi qu'il y a le marché des transactions qui existe, Alain. Il y a des transactions là, tu sais, à payer des gars comme Bellinger un prix que tu veux pas, ben il y a peut-être une couple de gars disponibles, puis t'as un réseau de filiales qui est pas pire. Est-ce qu'on peut alors faut pas moi je suis porté à croire que et les Yankees et les Red Sox, s'ils font confiance aux jeunes, ils seraient pas déçus, moi. Mm-hmm. Ouais. Marc, il y a d'autres joueurs autonomes qui sont disponibles. On va commencer par les lanceurs partants et celui qui venait en haut de la liste avec un astérisque à côté, c'était Framber Valdez qui cherche toujours un contrat. Visiblement, il n'a pas aidé sa cause en fin de saison, lui. Tu avais prévenu que ça pouvait peut-être rendre un peu plus nerveuse les organisations. Ça semble s'avérer. Alain, ça a fait le tour rapidement, là, son attitude. Rappelle-toi, beaucoup d'anciens joueurs s'étaient prononcés. Ben oui. Il y a beaucoup d'anciens joueurs dans les organisations présentement, puis ils pensent tous à peu près la même affaire. Donc, il a rencontré plusieurs équipes, mais il n'a pas trouvé un terrain d'entente. Puis je suis pas certain que c'est en raison, évidemment, de ses demandes salariales. C'est vraiment... ou si ces demandes sont vraiment pas élevées, ben là, ça peut compenser un peu, tu comprends? Mais c'est sûr que ce gars-là, si on parle strictement baseball, c'est sûr que ce gars-là va aider une équipe. C'est sûr. Alors, mais tu sais, regarde, il ira pas à Boston avec Suarez qui est rendu là. Les Blue Jays qui ont décidé d'aller avec Dylan Cease très, très tôt dans le marché. Je sais pas où il va atterrir. Je pensais que je voyais Baltimore et les Mets. Les Mets ont encore besoin d'aide. Le Bichette lance pas. On va avoir besoin d'aide au monticule. Moi, j'ai l'impression que c'est là qu'il va atterrir, personnellement. Mais en même temps, tu me dis, ouais, mais les Mets, ça serait peut-être déjà fait. Je sais pas. Très, très difficile à prédire où ce gars-là s'en va, compte tenu des circonstances, compte tenu du fait qu'on semble très entiché là, à pas. En fait, très hésitant avec ce qui s'est passé l'année passée avec lui et son attitude. Bon, les autres, Marc, moi, dans la liste, celui qui m'intrigue le plus, c'est Zach Gallen. Je sais pas, je suis sûr que tu as ton choix aussi. Mais si j'avais un deuxième gars, j'ai besoin de manches. Zach Gallen n'a pas connu de bonne saison 2025. Mais c'est un gars qui se garde en forme. Pas été blessé souvent. Moi, je l'aime beaucoup, Gallen. Mais effectivement, sa saison l'année passée semble, avoir rendu timide un petit peu les organisations à son endroit. Les autres noms que j'ai gardés, Chris Bassett, Marc, c'est un gars qui va être capable de te donner des manches, puis les deux vétérans, est-ce qu'ils ont encore le goût de lancer, puis tu sais de qui je parle, les deux qui s'en vont à Cooperstown, de Scherzer puis Verlander. Qu'est-ce que tu penses, Gallen? Est-ce que toi aussi, c'est un gars intriguant à ton sens? Écoute, je l'ai eu dans mon pot les 2 dernières années. Là, puis, OK. Tu es en mesure de m'en parler, donc. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un très bon athlète, tu l'as dit, très intelligent monticule, mais s'il n'y a pas son étoffe, à un moment donné, par départ, ça devient difficile. C'est sûr que ça va être un départ difficile. Il n'y a pas le bagage qui lui permet là, de OK, j'ai pas bien je sens pas mon changement de vitesse, je vais compenser avec un autre tir. Ça marche pas de même avec Zach Gallen. Il faut que tout fonctionne. C'est pas un lanceur de puissance.
Mais c'est un très bon athlète, qui est très intelligent, puis moi, je pense qu'il y a encore du bon baseball à donner, mais c'est pas un numéro 1 ou un numéro 2. Moi, je pense que c'est plus un 4e partant maintenant. Puis là, est-ce que tu veux donner tout cet argent-là à un 4e partant? Puis c'est là qu'on se retrouve avec un gars qui n'a pas encore été mis sous contrat. Il peut te donner de belles profondeurs, mais je vois pas plus que ça pour Zach Gallen présentement. Mm-hmm. Puis, je dis pas que je le mets à pied d'égalité avec Chris Bassett, mais c'est un peu le style de Chris Bassett. Mm-hmm. Tu sais, bon athlète, très intelligent monticule, mais tu sais, enlève la courbe lente ou enlève le changement de vitesse à Bassett, là, puis whoops, là, ça va être un petit peu plus difficile. Là, donc, mais des gars qui vont donner des manches, des gars qui vont donner... fait ils ont certainement leur efficacité dans une équipe, absolument. Mais à quel prix tu donnes ça? Ouais. Et l'avantage que Gallen a, c'est l'âge, compte tenu, par exemple, d'un Chris Bassett. Donc, il va trouver preneur, mais je suis pas sûr qu'il va trouver preneur dans une équipe qui va aspirer aux grands honneurs. C'est souvent le cas, malheureusement, dans ça, mais c'est intriguant. C'est intriguant. Je sais pas à quel point des gars comme Scherzer et Verlander vont revenir ou quel genre d'offre ils vont avoir, mais ça me surprend quand même que c'est... Ben, ça me surprend. Ils n'ont pas annoncé officiellement leur retraite, à ce que je sache, du moins. Là. Non. Donc, ça me surprend que, tu sais, il n'y a pas eu d'entente. Parce qu'on sait que, dans le sens que, tu sais, en tout cas, j'espère que Scherzer ne demande pas 15 millions par année. Mais tu comprends, ça me surprend qu'il n'y ait pas eu d'entente. Si ces gars veulent lancer, il y a quelqu'un qui va les utiliser. Puis en tout cas, moi, si j'étais, par exemple, une organisation, c'est sûr qu'eux autres ne veulent peut-être pas aller dans une organisation qui se développe. Mais s'ils acceptent d'aller dans une organisation où ils ont de jeunes lanceurs ou de jeunes bras, puis tu veux amener ce gars-là à côté d'eux autres, puis de lancer, moi, demain matin, je les mettrais sous contrat. Ouais. Mais qu'est-ce qu'eux veulent Mm-hmm. et qu'est-ce qu'ils veulent aussi financièrement, là, c'est important. Là. Ouais. Ben, c'est là que ça doit... on ne doit pas trouver un terrain d'entente à ce niveau-là. J'ai déjà la position maintenant, Marc. 3 noms que j'ai retenus. Suarez, étant donné que Bregman a signé maintenant, certains ont dit ce serait peut-être un bon plan B pour les Red Sox de Boston. Effectivement, son élan avec le monstre vert, ça pourrait faire du dommage. Lui aussi, ça vient avec une tonne de retrait sur des prises, dans le cas de Suarez. Est-ce que les Red Sox veulent s'en aller là? Je pense qu'on veut s'éloigner des retraits sur des prix chez les Red Sox de Boston. Je regarde un peu le profil des joueurs qui s'amènent là-bas. T'as Arraez et Bader. C'est des 3 joueurs. Dans leur style, les 3 ont des qualités supérieures à la moyenne. Dans le cas de Suarez, la puissance. Dans le cas d'Arraez, contact. Et dans le cas de Bader, en défense. Donc, il y a des équipes qui vont avoir des besoins dans ces 3 aspects-là. Je ne sais pas ton évaluation de Arraez, mais moi... c'est sa polyvalence. Il faut qu'il joue à plus qu'une position. Parce qu'au premier but, Marc, il t'en donne pas assez pour être au premier but. Ça te prend une meilleure production sur le plan de la puissance. Au deuxième but, il n'est pas très bon en défense. Écoute, il ne correspond pas au type de joueur qu'on recherche dans le baseball moderne. C'est dommage pour lui. Là. Tu l'as très bien décrit, Alain. C'est que, premièrement, c'est un bon frappeur, on le sait, là, mais c'est un frappeur de simple. C'est un gars qui se rend sur les buts via coup sûr. C'est pas un gars qui va tirer une tonne de buts sur base. C'est ça. Un gars qui va évidemment frapper avec puissance. Il va se rendre sur les buts via coup sûr. Un très, très bon frappeur. Mais c'est pas le type de frappeur que tu veux comme frappeur de choix, premièrement. Ben non. Puis il n'y a pas de place beaucoup à Babin en défense pour lui. Fait que moi, je trouve qu'il offre pas une tonne de choses intéressantes. C'est un très, très bon frappeur, mais après ça s'arrête là. C'est même pas un bon coureur suppléant. Fait que difficile à le mettre dans une équipe. J'ai entendu des gens qui disaient les Blue Jays devraient aller. Ouais, mais tu vas le faire jouer où? Tu vas le faire jouer à la place d'Ernie Clement. Crois-moi qu'au deuxième but, tu vas trouver le temps long, là, parce que. C'est pas la même qualité. Défensivement, tu l'as dit, c'est pas bon. Je sais pas. Bader est toujours intriguant parce que Bader, avec les Phillies, il a été très bon. Oui. Moi, je pensais que sa valeur avait augmenté, que quelqu'un va évidemment, il va être mis sous contrat, là, mais je pense que c'est un frappeur un peu mésestimé à ce niveau-là. Et Suarez, écoute, la puissance est là. Moi, je pensais peut-être avec un retour avec les Reds. Ouais, ben là.
Tu sais, ça aurait pu être intéressant à ce niveau-là. Mais... Ce serait comme frappeur de choix avec les Reds. Oui, absolument. Parce qu'au troisième, tu ne remplaceras pas le gant de Hayes. Exact. Mais tu sais, je veux dire, ça reste que une équipe comme les Reds, mais encore une fois, tout dépend là, combien l'agent veut et combien on est prêt à payer. Alors, puis tu sais, regarde, la stratégie va toujours fonctionner où plus on va s'approcher des camps d'entraînement, ben plus les joueurs vont commencer à être nerveux. Il y en a que ça a fonctionné, il y en a que ça n'a pas fonctionné, mais tu sais, ça va, à un moment donné, il va falloir que tu prennes une invitation. Puis je sais que comme joueur, c'est vraiment désagréable, rendu au 15, 16, 18 janvier, là, de pas savoir où tu t'en vas. Puis plus ça approche, plus c'est étonnant. Oui, c'est une business, le baseball, on le sait, mais tu sais, tu t'aimerais comme joueur là, savoir une couple de semaines avant où tu t'en vas, avec qui tu t'en vas, dans quelle organisation, tu sais, c'est fatigant de pas le savoir. Fait que c'est sûr que le prochain mois, là, il reste un mois pratiquement à l'ouverture des camps d'entraînement. Là. Fait que le prochain mois devient très important pour des joueurs comme ça. Bon, et comme releveur, Marc, moi, écoute, la plupart ont déjà trouvé preneur. Et puis, dans le cas de... il y a Michael Kopech, moi, Marc. Je regardais son nom, je me dis... Mais écoute, c'est l'histoire de sa carrière, Marc. Pas capable de rester en santé. Mais en santé, là, je faisais la liste, là, il n'y en a pas de meilleur que lui. Non. Bon, il est certainement le meilleur. Mais encore une fois, tu sais, compte tenu de la santé, quelles sont ses demandes c'est aussi. Ça. Là, bon. Ouais. Fait que, il y a ça, mais il y a quand même eu pas mal de mouvements personnels au niveau des releveurs. Ça, c'est intéressant quand même au cours de cet hiver. Mais Kopech est certainement le meilleur présentement là, en termes de qualité de bras. Mais exact. Il n'a même pas lancé à peu près l'année passée. Là, donc, ça devient difficile de l'évaluer à ce niveau-là. Oui, puis Marc, dernière chose, bon, pas parmi les joueurs disponibles, mais je ne sais pas si les Braves vont bouger parce que là, on va être 100 joueurs d'arrêt-court au moins les 2 prochains mois, les 2 premiers mois de la saison, parce que Kim s'est blessé chez lui, en Corée du Sud, à une main. Écoute, ce qu'on dit, c'est qu'il a glissé chez lui en Corée du Sud. Quand ça se passe loin comme ça, même, Marc, la nature de ces blessures-là, c'est toujours un peu suspect, mais toujours est-il que ça ne change pas le fait qu'il va manquer 2 mois. Bon. La position d'arrêt-court, là, depuis une couple d'années chez les Braves, là, on a frappé le gros lot pendant 1 an avec Orlando Arcia, mais c'était un peu problématique chez les Braves à l'arrêt-court. Ben, je vous dirais que les blessures sont problématiques. Ouais. T'as l'impression que c'est tout le temps pas des petites affaires là, chez les Braves. Tu as l'impression que quand tu perds un joueur, tu le perds pour 3-4 mois. Là, mais Alex Antopoulos devrait trouver une solution. On va trouver une solution pour aller chercher un joueur d'arrêt-court parce que c'est pas, comme tu le dis, Alex, c'est pas une affaire de 2 semaines. Là. On va rater les 2 premiers mois au minimum. Alors, tu as besoin d'un joueur qui va être capable de... Tu sais, les Braves, là, je veux dire, tu regardes la formation des Braves, ils peuvent rebondir, là. Oui, ça va. Une équipe de baseball, là, ça n'a pas bien été dans les dernières années, mais tu sais, je veux dire, si tout le monde se met à jouer comme ils sont capables, c'est une équipe qui peut facilement rebondir, qui a été parmi les bonnes équipes de la division Est, puis on a encore le cœur de cette équipe-là bien en place. Alors, ça va bouger. C'est pour ça que le marché des transactions, Alain... Il n'est pas fini. Les contenus, là, on vient de parler des joueurs autonomes, mais le marché des transactions, là, il va bouger là, un petit peu plus qu'on pense. Rappelez-vous la transaction des Minez aux Blue Jays. C'était un petit peu arrivé de nulle part. Puis là, soudainement, ben, on est bien content de cette transaction-là dans l'organisation des Blue Jays. Donc, des joueurs qui coûtent un peu moins cher, qui ont signé des contrats un petit peu à long terme, sont très alléchants sur le marché des transactions présentement. Oui, il y en a un autre qui Jiménez qui a signé avec les Blue Jays d'ailleurs, hein, Eloy. Oui, Eloy. Mais bon, lui qui essaie de se refaire là, dans le baseball d'hiver, on va attendre. C'est le temps de la carte de la semaine. Présentation de card-dépôt.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives. Plus de 60 000 articles en vente sur eBay et une cote parfaite de satisfaction à 100%. Marc, Moises Alou, et c'est la carte Score numéro 90 de 1994. C'est peut-être le meilleur trio de voltigeurs du baseball majeur à ce moment-là avec Moises Alou à gauche, Marquis Grissom au centre et Larry Walker à droite. Je vous souligne que pour les gens qui écoutent la version audio, la carte va apparaître sur notre page Facebook à compter de mardi. Score qui a inondé le marché au début des années 90 de cartes de baseball. Je ne sais pas si tu te rappelles, Marc, tu étais à Québec à ce moment-là, mais même un des
des animateurs sportifs les plus connus de l'époque, Marc Simoneau, avait des sections dans son émission sur les cartes sportives à ce moment-là. C'est un grand collectionneur qui avait décidé, lui, compte tenu de la ferveur à ce moment-là, là je parle de la fin des années 80, début 90, Marc Simoneau avait ses collaborateurs qui lui parlaient de cartes sportives constamment. Donc, Score a embarqué dans le lot en 94 2 séries de 330 cartes au total. Puis si vous êtes un collectionneur des cartes de Moïse Alou, écoutez, c'est 3170 cartes qui ont été répertoriées dans son cas. Note intéressante, Marc, il a été repêché en janvier 86. Tu te rappelles du repêchage du mois de janvier? Oui. C'est la dernière année que ça a eu lieu. Il a été 2e choix au total par les Pirates de Pittsburgh. Qui a été le premier? Un joueur qui éventuellement s'est retrouvé avec les Expos de Montréal, c'est-à-dire Jeff Shaw. Et celui qui a frappé le gros lot, l'équipe qui a frappé le gros lot, c'était en 2e ronde. C'est pas là qu'on va trouver le jackpot, Marc, dans le repêchage du mois de janvier. Même, les Expos ont été chanceux un peu. Mais au 2e tour, c'est les Red Sox qui ont frappé le jackpot et le gros lot avec Curt Schilling qui avait accepté de signer un contrat, lui qui était dans un junior college en Arizona. Puis dans la phase secondaire, ça c'est encore pire, Marc. Il y avait une phase secondaire du repêchage du mois de janvier. Le premier choix des Expos avait été un voltigeur, Scott Roskin. Oh boy. Qui par la suite s'est transformé en lanceur. Il n'avait pas signé avec les Expos par contre. Et il y en a un autre dans cette phase secondaire qui s'est retrouvé avec les Expos, c'est Sean Barry. Tous avec l'équipe de 94 des Expos. Comme quoi que oui, il y avait du talent quand même disponible, mais il fallait être sacré bon vendeur, Marc, pour réussir à convaincre les joueurs de signer après ce repêchage-là du mois de janvier. C'est la dernière année, Marc, où on a mis fin à ce qui était un peu mêlant, je vous dirais, là, pour même les recruteurs. De savoir qui est disponible pour la phase primaire, qui est disponible pour la phase secondaire. Et c'est comme ça, Marc, en fait, il n'y avait plus de phase du mois de janvier. Mais en raison de ces règles d'admissibilité, c'est comme ça que Mikey Grayson était passé sous le radar avec les Expos. Il y a plusieurs équipes qui ne savaient pas que Grayson était disponible. Regarde, les Expos avaient fait leur part. C'était effectivement très mélangeant à l'époque. Moi, je me souviens, là... Moi, c'était à une époque où je souhaitais être joueur professionnel, puis bien content, en tout cas. Rendu en 89, dans mes années 88-89, effectivement, il n'y avait plus le repêchage du mois de janvier. Ça avait un petit peu éclairé un peu le fonctionnement de tout ce système-là de repêchage, puis qui est joueur autonome, puis qui ne l'est pas. Puis, parce qu'au baseball... tu peux pas échanger de choix au repêchage. Oui. Alors, mais là, tu te dis, mais il y a des choix compensatoires. C'est quoi ces choix compensatoires-là? Ouais, mais ça, c'est parce que quand un joueur joueur autonome signe un contrat. En tout cas, tout ça pour dire qu'il y avait des règles un peu plus compliquées, mais Moïse Alou c'était, tu sais, Alain, physiquement, je parle. Physiquement, parmi les beaux athlètes. Dans le sens que, tu sais, ce gars-là, là, grand, fort, rapide, puissant. Je veux dire, quand tu parles de... Tu sais, lui puis Larry Walker dans la même équipe, là, c'est vraiment deux des plus beaux athlètes. Là, je parle là, en termes, encore une fois, de talent, de force brute, de vitesse. Vraiment, Moses Alou, c'était tout un joueur de balle. Oui, puis Marky, il laissait pas beaucoup de choses aux deux autres, comme si on en avait besoin. Donc, c'était un des bons trios de voltigeurs, en tout cas de cette époque-là et de l'histoire des Expos. Nous vous invitons les jeunes à la lecture et à la pratique du sport, et pourquoi pas combiner les deux avec les œuvres de notre ami Bob McDuff, qui a pondu plusieurs livres avec le thème du baseball et le personnage Baseball Bob. Je vous invite à aller au www.baseballbob.ca. À la fin de l'année 2025, il y a un livre à colorier qui était disponible. Et il y aura d'autres œuvres qui seront pondues au cours de l'année. Et évidemment, nous vous tiendrons au courant évidemment de l'évolution des choses avec notre ami Bob. Notre profil de la semaine, Anthony Santander, sur qui reposent certains espoirs quant à l'attaque des Blue Jays de Toronto. On l'a embauché comme joueur autonome pour plusieurs saisons. Saison de misère l'année passée, ce qui est un peu dommage. Les 3 saisons précédentes, il avait joué 150 matchs ou plus. Donc, on se fiait un peu là-dessus dans le cas de Santander. C'est un gars qui amène de la puissance. C'est pas une moyenne au bâton très élevée. C'est un gars au profil un peu atypique.
On l'avait embauché du Venezuela chez ce qui était à l'époque les Indiens de Cleveland. Et après la saison 2017, les Orioles de Baltimore l'ont embauché, c'est-à-dire après la saison 2016, c'est-à-dire les Orioles de Baltimore l'ont repêché. Ça, c'est dans le repêchage d'hiver. Donc, il n'était pas sur les 40 joueurs des Guardians de Cleveland. Santander venait de jouer une saison complète, c'était sa première, avec la Ligue du Midwest. Donc, on était dans le A moyen à ce moment-là. Il venait de connaître une bonne saison. Puis, ce qui peut surprendre, c'est que les Orioles, Marc, arrivaient d'une saison où ils avaient fait des séries. Donc, c'est pas le genre d'équipe qui traîne d'habitude des gars qui ont été repêchés dans les 40. Et on s'est dit, à l'âge qu'il a, bon, il était rendu dans la vingtaine, ça faisait quelques saisons qu'il était chez les professionnels, on va prendre une chance. Dans l'entre-saison, Marc s'est fait opérer à une épaule presque providentielle. Pourquoi? Puis tu vas élaborer là-dessus, parce que tu en as vu des exemples de joueurs ce qu'on appelle le Rule 5 Draft. C'est qu'en étant blessé à une épaule, ça a fait qu'il a passé presque toute la saison sur la liste des joueurs blessés. Tiens. Donc, on n'a pas eu à le traîner dans la formation des 25 joueurs ou les 26. Ce qu'on est obligé de faire lorsqu'on prend un joueur dans ce repêchage-là. Puis Marc, tu le sais, les Expos ont joué ce jeu-là aussi. Il y a plusieurs équipes qui jouent avec la liste des blessés, avec des gars qui sont repêchés dans le repêchage professionnel. Oui, effectivement, c'est pas rare parce que, bon, la règle est ainsi, mais ça reste un gars mystérieux parce que c'est un gars qui, tu sais, il frappe un ambidex, puissance des deux côtés, frappe des doubles, frappe des circuits. Après ça, c'est plus tranquille parce qu'il y a des retraits sur les prises qui viennent avec. Ouais. Mais tu sais, tu regardais justement ses 3 dernières saisons avec Baltimore avant de se joindre aux Blue Jays de Toronto. Là, tu sais, on parle d'un gars de, tu sais, je veux dire, 89, 95, 102 points produits. Les circuits sont là. Tu sais, c'est sûr que défensivement, c'est pas un gant d'or. Normalement, il devrait jouer au champ gauche pour les Blue Jays cette année, selon moi. On verra son utilisation, mais moi, j'ai quand même espoir que ce gars-là en donne pas mal plus que l'année passée. Tu vas me dire que ça sera pas trop dur. Ça a été une saison vraiment de misère, là. Mais tu sais, il peut surprendre. Mais là, où sera la patience des Blue Jays si jamais il ne connaît pas un bon mois d'avril? On verra bien. Mais ça reste un gars qui amène de l'expérience, qui a toujours été très bon contre les Blue Jays. Rappelle-toi, lorsqu'il portait l'uniforme des Orioles, tu avais l'impression qu'il frappait un gros coup sûr à chaque fois qu'il affrontait les Blue Jays de Toronto. Alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Puis lui aussi, là, en termes de fierté, là, après la saison que les Blue Jays ont connue en équipe, lui va vouloir en donner là, pour son employeur. Oui. Marc, il y a encore un arbitrage. On ne voit pas comment ça ne se rendra pas là. Tarik Skubal. Il demande 32 millions de dollars, 32. Et l'offre des Tigers est à 19. Là, c'est un dossier qui n'est pas simple parce que des cas Skubal en arbitrage, il n'y en a pas eu. Un écart aussi grand, ça ne s'est jamais révélé. Puis là, tu te dis, tu es à la place des Tigers. Là, c'est quoi des arguments que tu vas amener pour tenter de justifier le fait que, il vaut peut-être plus 19 que 32 millions. Là, j'imagine, ça va être tes comparants parce que tu ne peux pas dire, Skubal, dans cet aspect-là de son jeu, il n'est pas bon. Regarde, ça ne marchera pas. Bon, premièrement, là, faut mettre un peu sur table qu'est-ce qui se passe. Premièrement, juste pour le dire, Alain, en arbitrage au baseball, c'est un ou l'autre. L'arbitre ne tranche pas dans le milieu. Mm-hmm. Alors, c'est soit l'offre des Tigers à 19 ou soit, évidemment, la demande de Skubal ou le clan Skubal à 32. C'est un ou l'autre. Juste le fait de se rendre là, moi, j'aime pas ce que l'organisation des Tigers fait. Tu sais, je veux dire, Alain, j'ai entendu trop de joueurs aller à l'arbitrage. C'est une expérience néfaste, désastreuse pour certains. Tu t'en vas jouer pour une organisation qui pratiquement a sorti tous les points négatifs inimaginables contre toi. Même Bill Stoneman pourrait pas faire des miracles avec ça, Alain, selon moi, là. Fait que juste de se rendre là, je trouve que ça en dit un peu sur les Tigers, puis j'aime pas ça. Moi, si j'étais un patient des Tigers, j'aimerais pas ça. Je vous dis pas qu'il faut que tu sais, je veux dire, je sais pas, est-ce qu'on pourrait s'approcher un petit peu plus, mais peu importe, c'est le meilleur lanceur sur la planète présentement, là.
Ouais. Fait que, bon, évidemment, c'est une dernière saison. Moi, là, je ne vois, mais pas du tout comment Scooble va poursuivre sa carrière éventuellement avec les Tigers. Si jamais les Tigers perdent, donc faut payer Scooble 32 millions, ben, moi, je pense qu'ils vont l'échanger rapidement. Parce que plus tôt tu vas l'échanger, Ouais. ben, plus que tu peux avoir quelque chose en retour. Parce que là, je veux dire, tu vas le perdre assurément à la fin de la saison. Assurément à la fin de la saison. Alors, écoute, tu l'as dit, c'est un cas rare. Au baseball, il y a trois personnes. C'est pas juste un juge, là, c'est trois personnes qui analysent les Ouais. dossiers puis qu'on rend une décision. Mais je vois pas comment, Alain, je vois pas comment tout ça peut tourner positif du côté des Tigers. Puis je vois pas comment ils vont gagner cette cause-là, Marc. Je regardais un peu les comparables, puis regarde, il n'y en a pas de comparable de lanceur à ce niveau-là, à sa dernière année d'arbitrage. Le record pour un lanceur partant, parce que dans le baseball d'aujourd'hui, on s'entend qu'il n'y a personne qui va aller en arbitrage, puis ça se règle généralement avant. Et Juan Soto avait réglé, lui, sa dernière année avant son autonomie, c'est le record, 31 millions. Bon, Shohei Ohtani, 30 millions dans son cas. Et pour un lanceur partant, le record, c'est 10 millions. Un petit peu moins, c'est Jacob deGrom. Tu comprends? Puis c'est en 2019, il n'était pas sa dernière année. Il n'y a pas de comparatif. Puis je regarde des lanceurs partants, Marc, de pointe. Puis c'est dommage pour les Tigers, mais on est plus proche du 32 que du 19. Ben oui, ben oui. Ben oui, puis en plus, avec tout ce qu'on a comme données Ben oui, aujourd'hui, là, ben je veux oui. dire, je sais pas qu'est-ce que les Tigers vont amener à la table. Ouais. Ils vont dire, ben là, finalement, ils couvrent pas très bien le premier but sur une balle frappée du côté droit. Tu sais, je veux dire, on va être gratter des affaires épouvantables, là, parce que je regardais ces Ouais. statistiques encore, puis je me dis, il est bon. Ben oui, ben oui. En tout cas, Bon. Marc, le Kauffman Stadium. Ça, c'est le domicile des Royals de Kansas City et on va rapprocher des clôtures. Tiens, tiens. C'est pas la première fois qu'on le fait, Marc. On l'avait fait au début des années 2000. Ça avait drôlement favorisé les frappeurs pendant une courte période. On les a éloignés à nouveau. Au fil des années, on a changé aussi l'astroturf oui. pour le gazon naturel. C'est une bonne chose, je pense, à Kansas City. Marc, c'est un stade, écoute, dans le temps qu'il y avait l'astroturf, il y avait une comparaison là, avec le Busch Stadium de Saint-Louis. Le Kauffman Stadium, les distances n'étaient peut-être pas aussi éloignées qu'au Busch Stadium, mais s'il n'y avait pas autant de coups de circuit, c'était un stade à double et à triple. Juste pour te donner une idée, Marc, George Brett, 3 fois a mené la Ligue américaine pour les triples. C'est pas le genre de gars. Puis même qu'il y a une année qui a fait partie des 20-20-20. George Brett, là, on n'est pas. Tu sais, Willie Wilson, j'aurais pu comprendre, là, 20 triples, là, mais là, je te parle de George Brett. Donc, je pense que ça témoigne aussi de sa combativité. Partait pas le clan des frappeurs l'en joguant, lui. Donc, là, il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles, Marc, on peut changer la configuration du stade. Et tu as lu un petit peu sur le sujet. Il y avait des choses intéressantes. Je vais te laisser aller là-dessus, Marc, qui vont au-delà du fait qu'on veut plus de coups de circuit. Ben, en fait, c'est le département un peu des statistiques avancées qui a suggéré, OK? C'est pas eux qui ont dit on le fait, là, ils ont suggéré à l'organisation que si on veut un stade qui a un nombre de circuits dans la moyenne, normale, faudrait faire quelque chose. Alors, je ne dis pas qu'on le fait pour carrément avantager, évidemment, les Royals, quoique. Mais donc, évidemment, Alain, avec toutes les données que l'on a aujourd'hui, on est capable d'analyser un paquet de choses. Les balles sortent à combien de milles à l'heure, les distances de ci et de ça. Alors, on n'a pas bougé la clôture du champ centre. On a laissé ça vraiment tel quel. Ce sont vraiment dans les allées là, qu'on a peut-être un petit peu rapetissé tout ça. Mais on a été très, très sérieux. Là. C'était une étude, là. Bon, une fois la proposition faite, là, on a vraiment fait d'autres calculs. Et là, on pense que ça va aider au spectacle aussi. Oui, ça va aider, évidemment, ça peut aider l'équipe. Bon, malgré que, tu sais, regarde ce que Baltimore a fait, ça les a pas aidés du tout au classement. Là. Mais semble-t-il donc là, ben,
d'après les recherches faites avec le département là, du côté des Royals, que ça va aider en termes de spectacle et en termes de résultats. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, Alain, on est capable de mesurer tellement de choses. Et la beauté du baseball, certains disent que c'est un peu bizarre de faire ça ainsi, mais la beauté du baseball, c'est que tu as le droit de jouer avec ça. Tu as le droit de jouer avec les distances, tu as le droit de jouer avec ci, avec ça. C'est le même depuis le début. Je pense que ça fait partie de la beauté du baseball. Si tout le monde avait le même style, si le monstre vert existait partout, ça serait pas le monstre vert viendrait ordinaire, là. Mais alors, ça fait partie des choses qui font que le baseball est différent. Puis je trouve ça correct. Je veux dire, Oui. tu sais, comme tu le dis, Alain, c'est pas la première fois qu'une équipe ou une organisation décide de modifier son stade là, pour toutes sortes de raisons. Oui. Donc, on verra rapidement si ça peut aider la cause des Royals. Mais l'histoire récente nous dit que ça aidera pas nécessairement. Marc, sur le plan technique, et là, je pense que j'ai le bon gars à qui parler. Ce qu'on disait, ce qu'on relevait, c'est que, puis j'ai regardé, sur plusieurs saisons, Marc, le stade des Royals est à peu près neutre. L'an passé, c'était différent. Les lanceurs ont été favorisés sur une saison. Je trouve l'échantillon un peu mince, mais regarde, on a fait nos devoirs, j'imagine. Ce qui préoccupait surtout les Royals, c'est le fait que, en raison du fait que le stade, effectivement, peut favoriser les lanceurs, c'est que les frappeurs pouvaient altérer leur technique, leur approche au bâton, puis qu'effectivement, ça pouvait les affecter, même lorsqu'on jouait à l'extérieur, puis que c'était peut-être pas la bonne affaire, puis de jouer un peu plus neutre, ce stade-là, allait peut-être favoriser les frappeurs à cet égard. Tu as joué, Marc, tu as joué à Vero Beach, tu as joué en Californie, tu as joué dans la Ligue Eastern. Bon, regarde, tu as eu des domiciles. Je ne peux pas dire s'ils étaient propices aux frappeurs ou non, mais toujours est-ce que c'est un argument qui se tient, ça? Il y a tellement de choses, Alain, il y a tellement de choses qu'un frappeur doit analyser, si tu veux. Tu sais, le fameux batter's eye, OK? Donc, l'écran qui est derrière le champ de centre, ça peut affecter un frappeur. Ça peut affecter un frappeur dans la façon dont il a son approche. Ça se peut que dans un stade, tu vois pas la balle sortir de la main du lanceur. Tu sais, à l'arrière, bon, pour toutes sortes de raisons. Donc, ça, c'est à considérer. J'irais pas à aller jusqu'au point où dire qu'il faut que je change mon élan. T'sais, que tu changes ton approche, ça, c'est une chose. C'est quoi changer ton approche? Ben, c'est de dire, je vais laisser la balle entrer un petit peu plus, je vais essayer de faire un contact un peu plus en flèche, un peu plus au champ opposé, ou à l'inverse, je vais tricher un petit peu, je vais essayer un petit peu en avance, un peu comme, bon, on a parlé, rappelle-toi, du style, les fameux launch angle. Là. Launch angle, là, c'est pas que demain matin, les frappeurs avaient les épaules de même. Là. C'est juste qu'on allait chercher la balle un petit peu plus en avant, donc on allait la soulever. Fait que ça, c'est de l'approche. On peut modifier un peu notre approche, de laisser entrer la balle un petit peu plus ou de la frapper un petit peu plus en avant. Mais sinon, tu peux pas dire, ben là, je vais devenir un frappeur de puissance aujourd'hui, puis demain, m'en frapper des cinq. Ça marche un petit peu moins. Tu parlais à l'époque avec l'AstroTurf. C'est sûr que tu développais des gars à frapper des balles en flèche. Tu veux que la balle roule dans les allées ou le long des lignes, puis après ça, tu cours. Alors que, aujourd'hui, on favorise un petit peu plus des gars qui réussissent à soulever des balles pour que la balle ait de la vie, qu'elle puisse voyager un petit peu plus, parce que sur le gazon naturel, la balle ne roulera pas aussi rapidement et là, les voltigeurs vont intercepter la balle avant, donc on va limiter ça à des doubles. Fait que, chacun sa place, chacun son endroit, mais c'est clair qu'il y a des stades qui peuvent affecter les frappeurs pour toutes sortes de raisons. Là, j'ai parlé du batter's eye. Je pourrais parler de d'autres choses. Il y a l'environnement, il y a un paquet d'affaires qui est différent. On verra ce que ça va donner avec le Kauffman. Oui, effectivement. Ça peut nous exploser en plein visage, ce genre de truc-là. Surtout, comme je te disais, je trouve que l'échantillon de 2025 est mince, mais regarde, ça a été étudié, donc j'ai très hâte de voir s'il y aura des changements notables. Dernière chose, Marc, nous sommes lundi au moment où on produit ce balado. C'est mardi qu'on connaîtra les résultats du vote pour le Temple de la Renommée qui sera élu ou seront élus. On sait que Jeff Kent fera partie du groupe par le comité des vétérans. Maintenant, dans tous ceux qui sont là, Marc, j'ai regardé un petit peu
me suis intéressé au War principalement. Ouais. Bon, ceux qui sont en tête, c'est des gars qui ne seront pas là. Alex Rodriguez domine complètement. Par une bonne marge, à part ça. Oui. Le nom de Chase Utley m'intrigue, Marc. Sur un plan strictement personnel, ça a été tout un joueur de balle, mais j'aimais pas la façon dont il jouait. Je dois le dire personnellement. C'est un gars, oui, qui était combatif, qui canalisait comme il faut sa façon de jouer, il faisait tout pour gagner, puis tout, ça veut dire sans égard beaucoup aux joueurs contre qui il jouait. Moi, c'est l'aspect que j'aimais pas de Chase Utley. Je peux dire la même chose d'Anthony Rizzo. D'une très grande intensité, mais regarde, puis je dois avouer que c'est ça. En raison de ça, j'ai tendance à mettre en avant de lui Andrew Jones. Moi, Alain, là, lorsqu'on parle du temps de la renommée, là, dans ma tête à moi, le temps de la renommée, là, ce sont les meilleurs. Les meilleurs, mais pas juste très, très bons. Là. Ouais. Soit parmi les meilleurs. Dans la cuvée actuelle là, de 2026, là, les favoris, si on se fie au vote de l'année passée, c'est Carlos Beltran et Andrew Jones. Ouais. Qui l'année passée ont eu respectivement 70 et 66 % alors qu'il faut avoir 75. Mais moi, dans la liste, là, OK, dans la liste, là, on peut nommer la liste rapidement, là, Beltran, Jones, Chase Utley, on a parlé d'Alex Rodriguez, Manny Ramirez, Andy Pettit, Félix Hernandez, Bobby Abreu, Jimmy Rollins, Omar Vizquel, Dustin Pedroia, Mark Burley, David Wright. Écoute, tous des bons joueurs de balle. Moi, les joueurs qui m'ont marqué, là, je parle strictement qui m'ont marqué, Manny Ramirez. Bon, mais là, Manny a fait des choses qu'il n'aurait pas dû. Mais Manny, moi, il m'a marqué. Moi, je pense que strictement baseball, c'est un gars qui devrait être au temps de la renommée, tout comme Alex Rodriguez d'ailleurs. Mais ils ne le sont pas pour toutes les raisons qu'on connaît. Mais sinon, là, les premières années, ceux qui sont là pour la première fois sur le bulletin de vote, Ryan Braun, Cole Hamels, Shin-Soo Choo, Edwin Encarnacion, Howie Kendrick, Mark Akis, Hunter Pence, Matt Kemp, Daniel Murphy, il y en a d'autres, mais il n'y en a personne là-dedans. Là. Puis moi, personnellement, je mettrais Andrew Jones. Moi, si j'avais à voter, ce serait Andrew Jones. Parce que je trouve que souvent, le temps de la renommée ne valorise pas assez la défense. Oui. On est toujours concentré, tu frappé. Oui. Mais Andrew Jones, c'était tout un joueur de balle. Là. Puis, pour avoir joué dans la même section que les Expos, je peux te dire que je l'ai vu jouer souvent, Andrew Jones. C'est un excellent frappeur là, à tout point de vue, mais c'était vraiment un bon joueur de balle. Lui est le seul. J'aime beaucoup Carlos Beltran, OK? Mais il avait joué pour combien d'équipes? Il s'est promené. Je dis pas que c'est pas grave de jouer pour plein d'équipes, mais à quelque part, à un moment donné, je sais pas. Pour moi, ça fait partie aussi d'une certaine... C'était un joueur comme ça. En tout cas, peu importe. Moi, personnellement, ça serait Andrew Jones, le seul que je verrais au terme de la renommée là-dessus. Compte tenu des critères, compte tenu de ce que ça représente, le terme de la renommée. Puis, je dénigre aucun de ces autres joueurs-là. Là. Au contraire, c'est extraordinaire, des carrières fabuleuses. Mais j'ai peur. Je crains qu'à un moment donné, on s'en ait vers un temps de la renommée qui est un petit peu plus fragile, pas fragile, mais plus facile, d'entrer à ce niveau-là. Alors, ça, c'est mon opinion. Oui. C'est sûr que Harold Baines et Jack Morris ont fait parler bien du monde au cours des années. Hein, c'est ça. On a ouvert la porte à ce genre de discussion. Mais voilà ce qui complète ce balado. J'espère qu'il vous a plu. Les camps d'entraînement, c'est dans moins d'un mois. Ça va aller vite. Et il y a d'autres choses qui vont se passer d'ici le camp d'entraînement, d'ici le début de la saison. Donc, on sera aux aguets. Puis, on se souhaite un bel hiver en attendant. Et on se donne rendez-vous à notre prochain balado. Salut tout le monde. Balado compte complet vous a été présenté par Plan de Match à Boucherville et au Saguenay, fiers partenaires de votre passion.